Nassira Ghenif Silamas, nous vous avons lu, même si j'ai vu dans le dossier de l'Université d'Automne que vos ouvrages étaient épuisés. On les trouve en bibliothèque. Les féministes et le garçon arabe, la République mise à nu par son immigration. C'est une pensée précieuse qui dérange. Et nous vous attendons sur un sujet difficile, racisme et faits religieux. Bonjour et merci de cette invitation. Je l'ai convenu. Ça va, je pense que c'est. Allez, je suis dans la couleur de peau. Oui, je ne sais pas. Je vais essayer de répondre d'ici la fin de mon intervention. Suis-je blanche ou pas? Vraie question. Donc je tiens à remercier les organisatrices et les organisateurs de l'Université d'Automne de la Ligue des droits de l'homme de m'avoir invité. Même si d'emblée je pourrais proposer que dorénavant le H ce soit pour humain et pas homme. C'est un peu irrésistible. Et alors, pour d'emblée peut-être vous expliquer un peu dans quel esprit je viens et puis dans quelle perspective j'espère pouvoir contribuer, je voudrais rappeler une déclaration que j'avais entendue à la radio dans les années 90 de Madeleine Robério, qui indiquait que les Arabes aujourd'hui tiennent dans le racisme la place qu'ont occupé les Juifs jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, notamment jusqu'au nazisme en fait, là. Et je n'ai jamais oublié cette déclaration qu'elle a faite et je m'interroge aujourd'hui pour savoir si elle aurait prolongé en quelque sorte les logiques de substitution et de glissement en incluant aux côtés des Arabes, les musulmans et les Roms et les Noirs en fait, dans le contexte notamment de la société française contemporaine. Sachant qu'aucune de ces identités et aucune de ces assignations raciales n'est évidemment ni naturelles, ni ne procèdent d'une naissance, mais qu'elles sont bien construites dans les contextes dans lesquels elles opèrent. Donc c'est peut-être à la lumière de cette réflexion de Madeleine Robério que j'ai trouvé un espace à votre invitation en réfléchissant à la question du religieux. Alors je prendrai d'emblée mes distances avec la notion de fait religieux qui est devenue une appellation contrôlée, mais avec laquelle j'ai des difficultés de réflexion et en quelque sorte d'interaction dans la mesure où, y compris à partir d'une approche anthropologique, le religieux, ça n'est jamais qu'une modalité d'élite et des mises en récit des sociétés humaines. Donc j'ai plutôt tendance en général à plutôt reprendre en fait cet ensemble plus vaste, d'autant plus que cela permet en quelque sorte d'avoir une définition plus inclusive de ce que c'est que la religion ou les religions. Puisqu'on peut aussi, du coup, y mettre au travail les religions civiles, les religions séculières et toutes les formes de croyances et de modalités de sacralisation qui ne sont pas exclusives de monothéisme ou de formes qui se disent, elles, ou qui se constituent comme religion. Alors, nos échanges, du coup, prennent date avec les attaques de janvier dernier. C'était votre intention, je crois, au moment où vous avez constitué le programme de cette université d'automne. Et cet esprit se trouve depuis peu conforté et tourmenté de la pire manière qui soit. Les morts venant s'ajouter aux morts, l'action froide de tueurs a plongé toute une société dans l'effroi en prenant la suite de celle qui avait indigné la majorité de la société française au début de cette année. Alors mon propos, ce n'est pas de commenter les événements, de joindre ma voix à celles et ceux qui pérorent sur la maladie de l'islam ou sur les valeurs menacées, qui prennent l'émotion en otage, qui prononcent des oracles, qui font la démocratie pour mieux museler et brider tout ce qui bouge, existe, s'exprime, se rassemble et se mobilise. Il s'agit de penser encore et à nouveau frais le racisme et de comprendre les relations que le dit fait religieux, ou les faits religieux, sont supposés entretenir avec lui. Alors, la première des prudences en la matière consiste à ne pas prétendre fournir des définitions de l'un et de l'autre, tant ceci peut conduire à les réifier et les faire exister indépendamment des contextes qui les font advenir.
Comme vous le notez dans votre texte introductif, le racisme n'existe pas au singulier. Il se manifeste sous des formes et des intensités variables au point qu'il peut être difficile d'en admettre la manifestation pour qui l'exprime et qui le subit. Je voudrais juste m'arrêter un instant sur ce point. Ce qui souvent doit être noté dans la définition d'un racisme qui serait lié à une appartenance religieuse ou au fait d'être d'une religion, c'est qu'il y a toujours un doute sur le fait de qualifier la réalité de ce racisme-là. C'est le propre d'ailleurs de toutes les expériences de racisme, c'est que les personnes qui les subissent comme celles qui peuvent en être les vecteurs ont souvent une forme d'étonnement lorsque il est fait attestation, il est mis en évidence qu'il s'agit bien de racisme. Il y a comme un doute qui s'installe et c'est sans doute dû au fait précisément que ces formes de racisme peuvent épouser les contours de l'instant, les contours de l'esprit du temps, et du coup ne plus être si facilement que cela considérés comme participant précisément du racisme. De même, le fait religieux, donc évoqué tout à l'heure comme appellation désormais contrôlée, ne manque pas d'inspirer des questionnements utiles sur les formes de sa définition. Donc pour ma part, je considère qu'il est plus intéressant d'en avoir une approche constructiviste, voire, pour aller encore plus loin que ce qu'évoquait Jean-Louis Amstel, en prétendant qu'il était peut-être le seul à faire ça. Donc oui, nous pratiquons le constructivisme et comment dans les sciences sociales, mais plus encore, ce qui me semble intéressant à envisager, c'est le caractère performatif de la désignation religieuse. C'est le fait de faire advenir la religion dans sa désignation, dans sa nomination, et dans son interpellation, et non pas simplement, et du coup, ce qui voudrait dire que ni les doctrines, ni les textes, ni même les récits religieux n'ont d'importance. Ce qui est important, c'est de faire advenir le religieux dans la performance de la désignation, et notamment dans la performance raciste. C'est au moment où le racisme s'exprime qu'advient en quelque sorte une réalité qui procéderait du religieux. Alors c'est à cela donc, que je voudrais consacrer ces quelques remarques. Donc ce qui nous amène à essayer de réfléchir à la relation qu'entretiennent les deux. Alors donc parler de racisme au regard du fait religieux, en ces temps où les émotions sont prises en otage et où les humains sont sommés d'attester d'une humanité en se bornant à manifester leur patriotisme, résonne d'une étrange manière. Plutôt que de définir l'un puis l'autre, il s'agira de qualifier ce que la conjonction de coordination du titre et entre les deux donne à voir et à comprendre de la relation, de l'interaction, de la transaction qui les lie. Si le racisme donne à voir la race en tant que système et non pas en tant que réalité biologique qui le rend possible et au sein duquel il opère, il ne va pas de soi qu'une appartenance religieuse puisse en déclencher l'expression. On dit qu'il n'y a pas de relation mécanique entre expression raciste et présence d'une réalité religieuse. Il est d'ailleurs vraisemblable que ce n'est pas tant cette appartenance religieuse que la perception réductrice de ce que c'est que la religion qui peut conduire à la décharge raciste. Ce qui nous conduit à envisager une conception de la religion qui n'a guère à voir avec qui y croit ou la pratique qui peut y être attachée, mais plutôt de chercher à savoir ce dont elle est investie pour être l'objet du racisme et en devenir une des justifications centrales dans la France et le monde contemporain, notamment à travers cette nomination, qui du coup devient quasi générique, qui est celle de l'islam. Donc l'islam, ce serait la religion par excellence, la religion paradigmatique. Pour ce faire, il faut imaginer que la religion est un contenant vide, un réceptacle, un signifiant flottant, selon les termes de Stuart Hall, une disponibilité discursive qui pourrait être remplie d'une infinie variation de thèmes, d'images, de propriétés, d'attributs, plus ou moins réifiés, essentialisés et naturalisés, jusqu'à, au gré des circonstances, être fixé, rendu immuable et ainsi soustrait à toute forme d'historicité et corrélativement de signification tangible et partageable. Donc, ce qui peut être intéressant pour comprendre en quoi est-ce que la rencontre entre racisme et religion se fait avec une telle récurrence et une telle constance, c'est précisément le caractère instable de ce dont on parle. C'est-à-dire que, quelles que soient les circonstances auxquelles on s'attache, la religion est à chaque fois faite de quelque chose de différent. Elle est constituée en un objet, en une nature,
qui n'est jamais faite des mêmes attributs et des mêmes propriétés. C'est donc cela qui nous permet peut-être de comprendre en quoi est-ce que cette relation semble être persistante, mais elle est à chaque fois différente. Elle n'opère pas de la même manière. Et elle est à chaque fois d'ailleurs perçue comme une nouveauté, comme quelque chose d'inédit, voire d'inouï. C'est notamment ce qui nous permet peut-être de comprendre en quoi est-ce que le racisme qui aujourd'hui prend pour cible l'islam semble avoir des caractéristiques si inédites, incroyables et si spécifiques, hein, qui seraient donc d'une certaine manière renvoyées aux musulmans. Hein. Ce n'est pas seulement l'islam qui peut en quelque sorte, donc comme contenant, hein, c'est-à-dire effectivement rempli de toute une série de significations. Et là je vous renvoie à toutes les exégèses coraniques auxquelles nous sommes en quelque sorte soumis et soumise depuis maintenant 2-3 décennies, hein, c'est-à-dire que tout le monde y va de son commentaire sur tel ou tel verset coranique, ce à quoi je ne me prêterai pas du tout aujourd'hui. Hein. D'ailleurs, je ne suis pas savante de ce point de vue-là, soyons clairs. J'ai ma propre pratique, ou pas d'ailleurs, et là n'est pas la question, mais ce qui est intéressant, c'est comment est-ce que l'on va remplir le mot islam de manière à ce qu'à un moment donné, il devienne en quelque sorte à la fois exposé au racisme et accessible au racisme. C'est-à-dire comment est-ce que le racisme peut s'en saisir, et s'en saisir y compris selon une perspective parfaitement justifiée. C'est-à-dire qu'il devient légitime d'exprimer une forme de racisme à l'égard de cette religion qui serait liée à la fois à la nature de ce que serait l'islam et aux caractéristiques et aux propriétés des musulmans et des musulmanes. Donc c'est cet aspect-là qui me semble être d'une certaine manière heuristique, hein, comme disent les sciences sociales, c'est-à-dire productif, véritablement stimulant pour essayer de comprendre comment est-ce que justement on peut défaire la mécanique raciste dans la mesure où on peut en démonter les modalités de fabrication. Donc il y a là tout un travail sur la conjonction de coordination, encore une fois, comment est-ce qu'on en vient à mettre en lien pour le pire, c'est-à-dire pour la désignation à la fois d'anémie intérieure, d'une population déloyale, d'une nature à la fois obscurantiste, barbare et inhumaine. Enfin là, vous verrez, il y a toute une série de déclinaisons hein, qui opèrent. Et donc si je prends l'exemple de l'islam, ça n'est pas parce qu'il y aurait quelque chose de spécifique à l'islam, c'est parce que c'est l'actualité du racisme au regard du fait religieux qui nous conduit à penser cette modalité particulière. Et je le fais y compris dans la perspective que je rappelais tout à l'heure, c'est-à-dire celle de Madeleine Robériou, qui disait que finalement les modalités de haine se reformulent et se reconfigurent au fil du temps, sans jamais véritablement parvenir à venir à bout précisément des mécanismes et des ressorts du racisme lui-même. Donc, si on admet effectivement qu'il y a là tout un travail de fabrication, de construction, de remplissage de ce contenant vide, de ce réceptacle que serait la religion, tout le travail va consister à vider, hein, et donc à déconstruire et en quelque sorte à désagréger les différents éléments qui constituent cette entité qui paraît être si solide, si cohérente, si homogène, et qu'on nous présente dans les discours publics comme étant une religion parfaitement repérable, y compris d'ailleurs dans ses aspects les plus maléfiques, hein, puisque l'idée c'est de faire, par des glissements sémantiques successifs, passer de l'islam aux musulmans, à l'islamisme, au djihadisme, etc., etc. Je suppose que nous ne sommes pas au bout de cette veine sémantique, hein, il faudrait continuer à être alimenté. Donc si l'on considère que le racisme met en œuvre et en jeu une forme bien plus qu'une doctrine et une religion, au sens strict du terme, on peut dès lors mieux comprendre en quoi le racisme peut s'emparer de l'islam dans le monde contemporain pour en faire un réceptacle et un vecteur d'une conception du monde, et donc de la partition dont il doit attester en évinçant une partie de l'humanité, à commencer par l'objet qui en a été en quelque sorte le destinataire principal, c'est-à-dire la femme voilée que l'on croise dans la rue. Donc là, ce qui nous intéresse, et je voudrais faire peut-être une incise en croisant différentes modalités d'analyse, effectivement, l'islam est à la fois une fiction, qui est littéralement réinventée dans le contexte du
développement d'un sentiment et d'une pratique raciste, mais c'est aussi une réalité incarnée. Aujourd'hui, il n'est pas question de dire que personne, aujourd'hui dans la société française ou dans les sociétés que nous fréquentons, ne participe d'une forme d'attachement, d'appartenance à la religion musulmane. Et ce qui nous intéresse, c'est de savoir par quelle opération il est possible de donner une signification sociale, mais plus encore idéologique, puisque le racisme est une idéologie aussi, c'est pas inutile de le rappeler, même si ça fonctionne de façon très diffuse et diffractée. Comment il est possible de conférer un sens social et idéologique à une présence singulière ou une manifestation singulière de l'islam dans le contexte français. Donc, que nous dit et que fait la femme voilée, d'une certaine manière, à l'ensemble de ces problématiques et donc de la mise en forme du racisme au regard de la religion. Donc ce qu'on peut, de ce point de vue-là, observer, c'est que la femme voilée, en fait, alors je le prends comme un lecteur idéal typique, elle permet d'opérer une lecture qui peut, d'une certaine manière, être valable pour d'autres entités incarnées. La femme voilée, en fait, renvoie à toute une série de problématiques que je vais rapidement cerner ici. Alors, premièrement, ce que elle rappelle, c'est ce que l'on comprend lorsqu'on regarde l'histoire de la société française et de sa relation à l'islam, c'est qu'en fait, elle réinscrit l'islam en France et de France aujourd'hui dans la généalogie coloniale et impériale. L'islam a toujours eu une place, et depuis la formation de l'Empire colonial français, l'islam avait une place. Il avait d'ailleurs une place tout à fait instrumentale et essentielle, plutôt positive, puisqu'il contribuait en fait à gouverner les indigènes. C'est ce qu'on observe par exemple à travers la réalité d'une incitation de l'administration coloniale à la conversion, notamment dans les régions de l'Empire colonial qui étaient encore animistes. Par exemple, l'Afrique occidentale, l'actuel Sénégal et alentour, étaient des régions de forte conversion. Cette notion de la conversion, elle n'est pas inutile à garder en tête, puisque c'est souvent aussi ce que l'on reproche aux musulmans, que l'on va stigmatiser, ou que l'on va notamment soumettre à des pratiques racistes ou discriminatoires. C'est qu'en fait, ils ne se convertissent pas. Donc il y a comme un retournement historique qui voudrait que dans un temps plus ancien de l'histoire de la France impériale, l'islam était un vecteur de conversion, était un vecteur de gouvernement et dans une large mesure de régulation de la population indigène, alors qu'aujourd'hui il serait perçu à travers ces formes incarnées comme un facteur de désordre et un vecteur de perturbation, de troubles et d'un désordre d'ailleurs qui peut arriver jusqu'à alimenter une politique de la peur, de la terreur, l'islam comme menace intérieure centrale. L'autre dimension beaucoup plus d'actualité, mais qui était aussi présente déjà dans le contexte colonial, c'est cette idée du dévoilement. La femme voilée a vocation à se dévoiler. Alors on a tendance à oublier que dans la généalogie de la pratique du voilement ou du dévoilement en France, la première affaire du voile, ça n'est pas 1989, c'est 1958, pardon, le 13 mai 58 à Alger, où des femmes de généraux incitent et scénographient une cérémonie de dévoilement au cours de laquelle des femmes sont invitées à brûler leur voile et à endosser donc, on va dire, l'accoutrement occidental. On suppose qu'avec l'accoutrement occidental vient l'ensemble des droits et des attributs attachés à la femme occidentale, à la femme qui est déjà émancipée dans le contexte de la société française. Donc là, il y a un brouillage aussi très intéressant de la frontière qui jusqu'alors existait entre le droit personnel dans le contexte des sociétés indigènes et le droit républicain qui s'appliquait y compris aux femmes. En 1958, elles ont enfin acquis le droit de vote dans le contexte de la France. Donc il y a effectivement cette sorte de brouillage des frontières qui s'opère. Alors, ce premier élément-là, qui renvoie à des questions à la fois de statut, de sujet, quelle est la définition du sujet du droit, renvoie aussi à la question du genre, autrement dit à la division sexuée du travail du racisme, la façon dont il va effectivement choisir des cibles plus particulièrement
sexuée est considérée comme dominée, soumise, donc civilisable et émancipable. Ça, c'est un premier aspect. L'autre aspect qui est intéressant dans l'approche par la femme voilée, encore une fois, en termes de vecteur presque, on pourrait dire, phénoménologique de la réalité du racisme, c'est la référence à la laïcité. C'est-à-dire le fait que ce que la femme voilée fait, c'est qu'elle brouille la division et la séparation entre espace privé et espace public. Donc ça, là aussi, d'une certaine manière, elle se rend, j'utilisais la métaphore tout à l'heure de l'accessibilité, hein, c'est-à-dire qu'elle se rend accessible en quelque sorte à une forme de racisme dans la mesure où elle trouble, elle perturbe une des séparations les plus importantes qui a été établie depuis 1905, c'est-à-dire depuis la loi de séparation entre l'Église et l'État. Donc c'est aussi cela qui pourrait constituer un moment ou un contexte dans lequel le racisme devient légitime à l'égard, notamment des femmes voilées musulmanes. C'est qu'en fait, elles contestent un ordre et un ordre de légitimation du politique qui est considéré comme éminemment central dans la mythologie républicaine. Or, là encore, ce qui s'opère, c'est que c'est la façon dont on attribue ce sens-là au voile qui importe. C'est pas tellement le fait que le voile le revendique. Les femmes voilées ne disent pas qu'elles brouillent, ou elles n'ont pas le sentiment de brouiller la séparation entre l'espace public et l'espace privé, mais c'est la signification sociale et idéologique qui est attribuée au voile qu'elles portent, qui va en faire les objets idéaux d'un racisme, qui est d'ailleurs doublé de sexisme, du coup, hein, puisqu'elles vont subir une double forme de violence raciale et sexiste. Et c'est précisément cela qu'il faut parvenir à déconstruire pour comprendre comment est-ce que le fait religieux, du coup, alors on pourrait dire la ressource religieuse est mobilisée dans une certaine forme de racisme qui cible particulièrement ces femmes voilées. Alors enfin, un dernier point, et j'en resterai là, ce qui me semble aussi intéressant à considérer, c'est la séquence historique dans laquelle nous nous trouvons, et là je ne me centrerai pas seulement sur les femmes voilées, mais sur la façon dont tout un régime de justification en termes de valeurs va monter en puissance. Et aujourd'hui, ce qui semble important, effectivement, c'est la façon dont la laïcité est le sous-entendu du religieux. C'est-à-dire que quiconque aujourd'hui se réfère ou parle du religieux parle en fait de la laïcité. Hein, c'est-à-dire de ce qui est censé être son contraire. Hein. Donc il y a un double régime là, c'est-à-dire que il y a un sous-entendu qui est celui de la laïcité, et il y a en fait le sous-entendu du sous-entendu qui est une certaine conception de la laïcité. Une laïcité qui serait opposable aux religieux. Et donc là, il y a tout un débat qui maintenant est extrêmement nourri, hein, qui dure depuis là aussi quelques décennies, qui consiste à savoir de quoi parle-t-on lorsqu'on parle de laïcité, à quoi se réfère-t-on. Alors est-ce que c'est un instrument de gouvernement, puisque c'est une loi, on peut dire, hein, ça émane d'une loi. Est-ce que c'est une idéologie? Est-ce que c'est une sorte de justification et on pourrait dire aussi une arme contre le pluralisme de plus en plus important de la société française? C'est une manière de résister au visage de plus en plus pluriel, multiracial, multiconfessionnel de la société française. Donc ce sont tous ces éléments-là aujourd'hui qui nous permettent en quelque sorte de penser le religieux non pas comme une entité qui existerait en soi, qui serait repérable dans la société, notamment française, mais pas seulement, et qui donc serait justiciable d'une analyse spécifique, mais plutôt de le voir comme un opérateur en fait d'altérisation, un vecteur par lequel l'autre est non seulement désigné, identifié, mais aussi devient accessible au racisme, et un racisme qui du coup peut se percevoir comme vertueux, un racisme qui, parce qu'il traduit une certaine forme de loyauté à certaines valeurs, un racisme qui, parce qu'il se réclamerait de certains principes, en tout cas de certaines valeurs et d'une certaine idéologie, serait parfaitement acceptable. Donc cette idée que le racisme vertueux s'appuie précisément sur un certain traitement du religieux et sur une certaine manière de catégoriser le religieux qui le renvoie à sa nature profondément autre, aujourd'hui semble se cristalliser autour à la fois de l'islam, mais aussi d'autres formes de racisme métabolisées. Et là, je voudrais
conclure sur un élément qui me semble important, pour ne pas rester enfermé dans cette sorte de face-à-face entre racisme et religion, qui semble être particulièrement fécond et productif aujourd'hui. Je trouverais intéressant qu'on commence à réfléchir à la façon dont différentes formes de racisme aujourd'hui ont une empreinte sur la société contemporaine et remettre en discussion ce qui participe donc d'un racisme au regard du religieux, ce qu'on peut rappeler une islamophobie par exemple, dans le contexte de la société française, qui aujourd'hui prend des formes spécifiques, à des vecteurs d'expression tout à fait privilégiés. Comment est-ce qu'il pourrait être remis en discussion ce type d'islamophobie au regard de la négrophobie? C'est intéressant parce que je reprends exactement les termes de Jean-Louis Ansel, qui n'est plus là, je crois, malheureusement, et la homophobie, qui sont trois modalités du racisme qui aujourd'hui sont soit traversées par la question du religieux, soit en fait de façon latérale sont heurtés par cette dimension-là. N'oublions pas que la négrophobie est souvent aussi liée à une suspicion sur le fait que les Noirs dont il s'agit pourraient être musulmans. Ça n'est pas quelque chose de complètement accessoire. Et comment est-ce que cette empreinte, en fait, renvoie à un racisme structurel qui s'est longtemps dit dans les termes de l'antisémitisme et qui est une haine qui aujourd'hui est opportunément transférée, d'une certaine manière, qui glisserait vers d'autres figures d'un objet de haine et d'un objet donc, de rejet qui continue à se lier. Donc pour ma part, je pense que c'est aussi quelque chose que je voulais soumettre à la discussion qui me semble très important, c'est que de continuer à soit désunir les formes de haine en considérant et en les hiérarchisant, en considérant que certaines sont plus importantes que d'autres, finalement c'est toujours faire le jeu d'un certain type de racisme. C'est-à-dire, ça revient à en justifier certains contre d'autres. Alors que reconstituer l'ensemble de la chaîne de continuité entre toutes les formes de haine, qu'elles soient opposables aux Arabes, aux Roms, aux Juifs, aux musulmans ou aux Noirs, et j'en passe sans doute, on pourrait ajouter à la liste, c'est en quelque sorte faire le jeu de ceux y compris d'ailleurs d'une forme de racisme structurel, qui considèrent que certaines formes de racisme sont beaucoup moins dangereuses ou ne doivent pas être autant combattues que d'autres. Donc ma proposition à cet égard, et je pense que ça renvoie aussi à la façon dont le religieux n'a pas cessé de jouer pour le pire, ce serait de considérer qu'il n'y a pas de hiérarchie à établir, il n'y a pas à extraire l'antisémitisme, par exemple, des racismes tels qu'ils opèrent, mais à bien comprendre en quoi est-ce qu'en les historicisant, l'islamophobie n'est jamais que la continuation de l'antisémitisme sous de nouvelles formes, de la même manière que la homophobie est d'une certaine manière la continuation du racisme anti-arabe sous des formes renouvelées. Donc voilà, une proposition que je soumets à votre discussion.